Les poissons du récif sont surtout actifs durant la journée. Alors, qu'en est-il de la vie sous-marine lorsque le crépuscule envahit les lieux? Où vont les poissons que l'on rencontre le jour? Y a-t-il des espèces nocturnes? Existe-t-il un monde de la nuit? Dès que la lumière commence à baisser, peu à peu, l'activité se ralentit. Certains grignotent une dernière bouchée, d'autres cherchent déjà un endroit pour dormir. C'est aussi un moment privilégié pour des rencontres exceptionnelles. Certains animaux marins, comme les coraux ou les anémones, choisissent ce temps intermédiaire, ces instants de calme relatif, pour libérer leurs œufs. Leur ponte provoque une réaction immédiate chez les poissons qui, seuls, à plusieurs, voire même en banc, retrouvent leur vivacité et se précipitent sur les œufs qui flottent au gré du courant. En général, les espèces qui peuplent les récifs bien éclairés s'éparpillent et se dirigent vers des lieux plus sûrs. En fait, de véritables tanières qu'ils occupent le soir, dès que la lumière devient insuffisante. Beaucoup de poissons ont un bon sens de l'orientation pendant la journée, mais se repèrent plus difficilement à la tombée de la nuit. Certains s'installent dans les fentes étroites du récif pour se protéger. En plus de se cacher dans les creux des coraux, les poissons perroquets se hâtent de sécréter un voile protecteur qui bloquera les odeurs susceptibles d'attirer les chasseurs nocturnes. L'atmosphère générale donne l'impression d'un temps intermédiaire, d'un temps mort dans la vie marine. Le silence envahit les lieux. Il n'y a plus personne. Les animaux de la journée, les diurnes, ont retrouvé leur lieu de repos et les nocturnes ne sont pas encore en activité. La mer semble vidée de ses habitants. Il faudra attendre environ 1 heure pour que les animaux nocturnes fassent leur apparition. Les oursins sont les premiers noctambules à sortir de l'ombre, à pointer le bout de leurs épines. Réfugiés sous les rochers, ils commencent tout doucement à s'en extirper. Lentement, ils s'approchent et envahissent la zone pour former un véritable tapis. Les oursins diadèmes, aux très longs piquants noirs, aiment se regrouper. Les oursins sont tous plus beaux les uns que les autres, et leur nom est toujours très imagé.
L'oursin de feu, splendide dans sa robe rouge recouverte d'une multitude de glandes à venin, qui ressemble à un bijou de perles mouvantes. L'oursin crayon, qui tient son nom de ses épines, pareil à des crayons de couleur. Ou encore l'oursin à double piquant. Pendant ce temps, d'autres animaux quittent leur tanière. On aperçoit les premières crevettes. La nuit s'installe. C'est le moment que choisissent les rascasses pour déployer leurs ailes et entrer en activité. Il est intéressant d'observer que les espèces nocturnes ont évolué indépendamment les unes des autres, mais toutes pour satisfaire une exigence commune. Parmi ces adaptations spécifiques, les plus caractéristiques sont la coloration, souvent rouge, et les grands yeux, deux éléments que l'on retrouve chez les poissons qui vivent dans les grandes profondeurs, là où il n'y a pas de lumière. Le poisson comète à grande nageoire apparaît à son tour. Cet animal vit solitaire dans les cavités du récif, mais quand vient la nuit, il s'aventure hors de sa cachette pour se nourrir de petits crustacés, de poissons ou de gastéropodes. Sur la base arrière de sa nageoire dorsale, il a un faux œil appelé ocelle. L'effet combiné de l'écartement de ses nageoires et de ce dessin rend difficile pour un prédateur de savoir où se trouve la tête, car le faux œil ressemble à s'y méprendre à un vrai. La nuit est dangereuse, car les prédateurs ont des fourmis dans les nageoires. Pour eux, la chasse commence. À ce moment précis, ils sont aidés par la lumière des lampes qui leur permet de débusquer plus facilement et plus rapidement les proies éventuelles. Reine des failles et des trous du récif, cette grosse murène ne s'incline pas devant la reine des airs marins, la rascasse volante. Sans se laisser intimider, elle s'avance en pleine eau, sûre de son pouvoir et de sa force, à la recherche de sa nourriture préférée, le poulpe. Chassé par la murène, l'œil aux aguets, le poulpe essaie de se faire oublier, de passer inaperçu. Son camouflage est parfait, car il réplique à l'identique son environnement, et il avance en s'aplatissant le plus possible.
Il semble inquiet, et pourtant il ne devrait pas avoir peur, car même s'il perdait un bras, il ne perdrait pas la vie. En effet, les bras du poulpe ont le pouvoir de se régénérer. Sectionnés, ils cicatrisent et repoussent. Chassée par les rascasses, cette petite sèche n'hésite pas à projeter un jet d'encre noire qui surprend son prédateur et constitue un écran suffisant pour réussir à fuir. Les ailes déployées, l'escadrille de la mort continue sa quête, inlassablement. Complices malgré nous par la seule présence de nos lampes qui leur facilitent la tâche, nous assistons à de violentes attaques éclairs. Les petits poissons disparaissent dans la gueule de la rascasse, comme s'il s'agissait de simples moustiques, alors que d'autres, plus gros, sont nettement plus difficiles à avaler. Les mâchoires travaillent avec force. Cependant, il faudra quelques secondes avant que la queue du poisson disparaisse à son tour. Le sinistre balai continue. Néanmoins, la vue d'un rescapé est synonyme d'espoir. Il est la preuve que tout n'est pas forcément joué d'avance. Le Bernard l'ermite est un crabe qui, pour protéger son abdomen dépourvu de carapace, doit trouver une coquille abandonnée, généralement celle d'un gastéropode marin. Comme justement son abdomen est mou et courbé, il est très facile pour lui de s'adapter aux spires de presque n'importe quelle coquille. C'est un animal nocturne omnivore. Il broute les algues, consomme des déchets organiques et s'attaque à des proies comme les escargots ou même d'autres Bernard l'ermite. Sa plus grosse pince sert à bloquer l'entrée de sa demeure devant une menace. Après chaque mue, le Bernard l'ermite doit trouver une coquille plus spacieuse. Il s'en choisit alors une autre, l'explore et la nettoie consciencieusement avant de déménager le plus rapidement possible, car sans protection, il est très vulnérable. Les langoustes aussi quittent leurs abris la nuit pour aller chercher leur nourriture. Leur nom vient du latin locusta, qui veut dire sauterelle, d'où leur appellation de sauterelle des mers, utilisée au XVIe siècle. Les antennes sont ses principaux organes sensoriels. Elles sont fragiles, mais peuvent repousser lorsqu'elles se cassent.
Le calamar nage les bras étendus devant lui. Il fait partie du groupe des céphalopodes à 10 bras. 8 fonctionnent par paire et 2 sont de longs tentacules. Les calamars sont des prédateurs. Ils s'attaquent aux poissons, aux crustacés ainsi qu'à d'autres mollusques. Les poissons rasoirs offrent un spectacle déroutant. Semblables à des feuilles d'aluminium noircies en leur milieu, ils se déplacent de manière saccadée. Avec leur corps en forme de lame de couteau, ces poissons, qui font partie de la famille des hippocampes, se tiennent bien droit, la tête en bas, et nagent dans cette position près du fond, à la recherche de tout petits crustacés. Leur épine dorsale droite et rigide leur impose de vivre dans cette position verticale. Les ouphiures vivent cachés le jour et chassent la nuit. Ces animaux ont 2 caractéristiques. Ils craignent la lumière et sont très mobiles. Dès qu'ils sont à découvert, ils rampent à toute vitesse vers un abri. Ils se nourrissent principalement de particules organiques en suspension dans l'eau. Il y a ceux aux bras lisses et clairs et ceux avec des piquants pourpres ou noirs. Ces bras à piquants leur permettent de filtrer l'eau de mer afin de capturer des particules nutritives. Cette petite araignée assez peu colorée ne dépasse guère quelques millimètres. On la trouve souvent sur les branches des coraux de feu, installées là pour mieux capturer le plancton. Cette grande holothurie, qui peut mesurer jusqu'à 1,50 m, a une bouche entourée de tentacules rétractiles. C'est une espèce nocturne qui se nourrit essentiellement des détritus organiques. Ne s'ouvrant généralement que dans l'obscurité et perpendiculairement au courant, les gorgonocéphales montrent un centre plat en forme de disque étoilé, d'où partent 10 bras mobiles qui se ramifient pour former un élégant filet circulaire de dentelle animale. Ils ont la particularité de pouvoir déployer ou enrouler leurs bras. Une fois déployés, leur diamètre peut atteindre 80 cm.
Quand les bras s'enroulent, il se forme alors des boucles et cette structure prend l'aspect d'une chevelure vivante. Curieusement, les gorgonocéphales dépourvus d'yeux sont très sensibles à la lumière et se recroquevillent rapidement sur eux-mêmes. Peut-être à cause de la taille de sa coquille d'environ 25 cm, cet escargot est appelé thone. Il est vrai qu'il ne passe pas inaperçu. Carnivore à activité nocturne, le thone compte parmi les plus grands gastéropodes. Pour chasser, il utilise le courant. Avec sa trompe, il aspire l'eau en permanence, car elle est porteuse des odeurs de ses proies. Ces odeurs sont analysées par des récepteurs chimiques qui permettent aux mollusques de s'orienter vers sa cible. En temps normal, la trompe buccale flexible du thone est dissimulée. Mais sitôt qu'une proie est localisée, cette trompe se dilate considérablement pour engloutir la victime, qui est ensuite lentement aspirée. Dès les premières lueurs du jour, l'activité des poissons nocturnes se réduit. Les oursins sont sur le chemin du retour. Ils désertent les zones dégagées et regagnent l'intérieur du récif. Peu à peu, la luminosité gagne en intensité. Bientôt, il fera jour. Les poissons diurnes se réveillent doucement. Sous les premiers rayons du soleil, la mer reprend ses couleurs. Tout continue et en même temps tout recommence. Mais désormais, on ne pourra plus dire que seul le jour est synonyme de vie.